messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Un mort et 3 blessés, bilan d'un accident de la route. Un véhicule 4x4 en provenance de Dakar, direction Banjul, s'est renversé avant de prendre feu. Innocence Ntap Ndiaye répond au G20. C'est le G7 qui est plutôt mon interlocuteur, a dit la patronne du Haut Conseil du dialogue social, qui ajoute que les attaques du G20 la laissent indifférente. Mbalo Diacham, contesté par la section Sud-Sas de l'hôpital principal de Dakar. Un retraité ne peut plus être reconduit à la tête du syndicat, a dit son secrétaire général. Mbalo Diacham également a réagi, vous l'entendrez. Application de la convention collective régissant la profession de journalisme. Le délai demandé par les patrons arrive à expiration. Le Synpics exige sans délai l'application de la loi. Le patronat interpelle l'État. Pacte de stabilité sociale à l'heure de l'évaluation. Nous parlerons des rapports employeurs-employés. Ce sera d'un point de vue à partir de 12h30. Les actualités internationales, Georges Détché-Diopin. Au Mali, vaste offensive anti-djihadiste dans le centre du pays. Plusieurs terroristes tués selon le gouvernement qui demande par ailleurs la prise d'engins blindés par les djihadistes. En Guinée-Bissau, l'ONU appelle les militaires à se tenir à l'écart de la crise politique. Le Conseil de sécurité réclame aussi la tenue de la présidentielle le 24 novembre prochain, comme prévu. Développement à partir de 12h15, les sports, Malal Junior Diagne. Début des éliminatoires de la CAN 2020, l'équipe nationale du Sénégal s'entraîne pour la dernière fois cet après-midi à 18h au stade Lat Dior de Thiès. L'équipe nationale du Sénégal devrait être au complet avec l'arrivée d'Mbaye Amadou Gomis et de Sadio Mané. Basketball, les Lions du Sénégal en quête d'un ticket pour la qualification aux Jeux Olympiques. L'équipe nationale du Sénégal chez les filles participe au tournoi de Maputo. Les Lions ont quitté Dakar hier. On parlera également du Tour du Sénégal avec la deuxième étape ce mardi. Le peloton a quitté Fatick Cap sur Nguyen. À la technique de ce grand journal, il y a Abdoulaye Diop à la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Ils sont tous de nationalité gambienne. Leur véhicule 4x4 en provenance de Dakar hier soir s'est renversé à hauteur de Kaolack et a pris feu. Bilan, 1 mort sur le coup et 3 blessés, tous évacués à l'hôpital régional de Kaolack. Les attaques du G20 me laissent indifférente. C'est la réaction de Innocence Ntap Ndiaye à l'endroit du groupe des 20. La patronne du Haut Conseil du dialogue social ajoute que le G7 est son seul et unique interlocuteur. La voici au micro de Papa Balaguer. Ce n'est pas ma personne qui est en jeu, je pense que c'est l'institution. L'institution a été mise en place par les centrales syndicales les plus représentatives. Au niveau du secteur de l'éducation, il faut dire qu'il y a un comité du dialogue social secteur éducation. Donc, les G20 ne fait pas membre du Haut Conseil. Et pour, je pense, donner un avis, il faut être partie prenante. Il faut avoir intérêt à agir. Le G20, en l'espèce, n'a pas de mot à dire sur le Haut Conseil du dialogue social. Qui plus est, par ailleurs, le G20, en tout cas, pour ce qui nous concerne, pour nous, nous discutons. Le gouvernement, je veux dire, discute avec les syndicats d'enseignants les plus représentatifs. Donc ça, vraiment, c'est les règles du jeu. Il y a eu des élections. Les 7 ont été désignés et ce sont les 7 qui sont à la table de négociation. Le Haut Conseil, malheureusement, n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Innocence Ntap Ndiaye, en marge de la réunion d'évaluation du Pacte national pour la stabilité sociale et d'émergence économique. À l'heure du bilan, les objectifs ne sont pas atteints. Nous reviendrons sur le compte rendu de la rencontre avec Papa Balaguer. La section Sud-Sas de l'hôpital principal de Dakar conteste la réélection de Mbalo Diacham à la tête de ce syndicat. Ils considèrent leur secrétaire général sortant illégitime ou illégible parce qu'un retraité ne peut pas diriger un syndicat. Ces membres du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale n'excluent pas de dérouler un plan d'action. Écoutons El Hadj Mansour Ndao, le secrétaire général de la section Sud-Sas de l'hôpital principal, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. On est bien dans le syndicat dénommé syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Un syndicat doit être exclusivement réservé aux travailleurs. Par contre, le central syndical regroupant l'ensemble des syndicats autonomes peut être dirigé par un retraité, un vétéran, pour conseiller. Mais par rapport à la lutte syndicale,
ça doit être dirigé exclusivement par un agent actif et en activité. Nos textes et règlements intérieurs pour être délégués, pour même avant d'en arriver même aux délégués, pour participer à un congrès, si on peut l'appeler comme ça, un congrès qui a été organisé dans des conditions extrêmement compliquées, que personne ne pourra expliquer les raisons pour être délégué, pour assister à un congrès, il te faut une structure de base. Et le secrétaire général sortant est à la retraite, ne figurant dans aucune structure sanitaire de ce pays, ne cotisant aucun check-off, peut avoir peut-être une carte de membre, mais ça ne se suffit pas. Il faut qu'il soit supporté par une structure ou par une union régionale. Monsieur Mbalo Diatiam, nous lui demandons solennellement, notre syndicat est exclusivement réservé aux travailleurs. Par rapport au plan d'action et par rapport à ce qu'on veut faire, c'est sur l'ensemble du territoire national. Il y a l'ensemble des unions régionales qui sont sur l'ensemble du territoire national. On est en train de planifier un plan. C'est pas ici qu'on va le dire, mais on ne se laissera pas faire. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des syndicalistes. On est là pour défendre nos intérêts matériels et moraux des travailleurs. Mbalo Diatiam a justement réagi. Il minimise ses contestations. Il déclare que le Congrès est dépassé et appelle les contestataires à la raison et à rentrer dans les rangs. Mbalo Diatiam est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. C'est dommage, le Congrès est derrière nous. Donc le Congrès est derrière nous. Et ce n'est pas important de dire que le Congrès ne pas dirigé. Il n'a pas évoqué un seul texte de loi. Il n'a qu'à évoquer un seul texte de loi. Et je vous dis que le Congrès est derrière nous. Donc, le Congrès a souverainement élu son secrétaire général, donc en ma personne. Donc, je n'ai rien à dire. Maintenant, au Sénégal, donc les gens ont l'habitude de contester tout. Quand ils se convaincront que ce qu'ils disent là n'a aucune base légale. Donc, je pense qu'ils vont s'affranchir et se remettre au travail. C'est ça qui est important. Le Nyombato pousse un ouf de soulagement. Une académie dentaire vient d'être installée à Missira, village de la commune de Toubacouta, ce qui va profiter à tout le département de Foundiougne. La réalisatrice est l'ONG humanitaire espagnole DSR, Aminata Goudiaby. Au sein de cette académie dentaire implantée dans le village de Missira, il y a une salle de soins complètement équipée, 6 fauteuils dentaires, un laboratoire prothétique et bien d'autres équipements. L'infrastructure construite par l'ONG espagnole Dentista Sobre Ruedas a coûté 78 millions de francs CFA. Le président Alfonso Djouamé Campomar, président de cette ONG. Quand nous sommes venus en 2007 au Sénégal avec un camion clinique, j'ai jamais imaginé que cette aventure d'aller de village en village pour offrir des services d'odontologie dans des coins où jamais un dentiste a travaillé finirait par se matérialiser dans ces lieux. Ce cabinet dentaire va soulager les habitants de Missira, mais il va aussi desservir les autres localités que polarise le district sanitaire de Sokone. Ahmadou Bouyandao est le médecin-chef de ce district. Il y avait une seule structure qui offrait des soins dentaires. Aujourd'hui, on en a 2. Cette structure pourra couvrir non seulement Missira, mais l'ensemble des villages qui sont aux alentours et plus particulièrement les villages insulaires qui ont toutes les difficultés du monde à accéder à des soins de façon générale et dentaires en particulier. Boubacar Mbouch, conseiller spécial du président en matière d'énergie et le facilitateur de ce projet. Et selon lui, cette réalisation renforce la politique du gouvernement en matière de santé. Quand vous habitez Betenti, que vous êtes malade, pour venir déjà à Toubacouta, c'est tout un problème. Cette infrastructure, qui est une infrastructure de proximité, va leur permettre, pour ce qui est des soins bucco-dentaires, de pouvoir accéder à des soins de santé comme les gens de la ville. Cette académie dentaire a également pour mission de former des professionnels sénégalais et même des étudiants. L'ONG Dentista Sobre Ruedas compte recruter des volontaires sénégalais et espagnols pour faire fonctionner cette académie qui offre également des services de médecine générale. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Vous suivez le grand journal à 12h09. Innocence Tap Ndiaye, je vous le disais tantôt, répondait au G20 en marge de la réunion d'évaluation du Pacte national pour la stabilité sociale et l'émergence économique. À l'heure du bilan, les objectifs sont loin d'être atteints. Compte rendu de la rencontre du jour, Papa Balagui. La santé, l'éducation et la justice, entre autres secteurs qui plombent le Pacte national pour la stabilité sociale. Secrétaire général de la CNTS, Cheikh Diop juge le bilan mitigé après les premiers accords signés en 2014. Nous constatons qu'il y a quand même des points sur lesquels nous devons insister pour rendre performant ce pacte avant de s'engager dans un autre cadre, une autre perspective qui puisse prolonger le pacte. Ce qu'il faut, à notre avis, corriger, c'est qu'au niveau de certains secteurs sociaux, l'éducation, la santé, la justice, nous avons constaté que l'impact du pacte social n'a pas été très positif. Interpellé sur la question, le ministre du Travail minimise mais parle d'avancées significatives, même si tout n'est pas encore rose. Car tant qu'il y a de la vie, il y a encore du chemin à parcourir. Et en réalité,
aurions-nous atteint les étoiles que nous aurions encore essayé de viser d'autres objectifs. La recherche du meilleur, la recherche du plus, la recherche de ce qui est plus solide que l'existant est une dimension fondamentale, disons, de l'être humain. Donc nous n'avons pas tout fait, mais dire que les résultats sont mitigés, c'est reconnaître que les pas ont été faits. Le dialogue social gage de la stabilité. Innocence Tamdiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social, entend jouer pleinement son rôle pour le bien-être des travailleurs. Cela va être le point de départ de nouveaux pactes. Parce que le pacte, il stabilise les relations professionnelles. Le pacte permet à chaque mandant de connaître son rôle. Maintenant, est-ce que ce mandat joue son rôle? Ça, c'est un problème. Vous avez vu déjà quelques avis qui sont donnés ici et là, mais je pense qu'il ne faut pas anticiper sur les travaux. Un premier accord au bilan mitigé selon les parties prenantes du Pacte national pour la stabilité sociale. Le ministre du Travail annonce de nouveaux accords pour répondre au mieux aux aspirations des syndicats. La chaîne française Canal+ a lancé depuis jeudi dernier une nouvelle chaîne réservée aux séries sénégalaises appelée Sunuyeuf. Le directeur de la troupe d'Arey Kocc salue l'arrivée de cette chaîne qui peut être bénéfique pour les producteurs. Papa Demba Ndiaye révèle même que des négociations avec les responsables de Sunuyeuf sont en cours. Il était l'invité de RFM Matin. Nous accueillons cette nouvelle chaîne à bras ouverts parce que nous permettant d'avoir peut-être des recettes additionnelles par rapport à des produits que nous avions déjà commercialisés, mais aussi permettant aux films anciens d'avoir une nouvelle jeunesse et de permettre à ceux qui n'avaient pas eu la chance de visionner ces téléfilms ou bien ces séries de se rattraper un peu. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Les producteurs vont y trouver leur compte, le public aussi, et même les films qui vont avoir une nouvelle jeunesse. Même que vous avez été approché par cette chaîne pour éventuellement une collaboration. Oui, absolument. Je crois qu'ils se sont approchés de tous les producteurs, de toutes les troupes théâtrales et de toutes les personnes qui étaient détentrices de droits de diffusion sur un téléfilm ou bien sur une série qui était déjà passée. De toute façon, je suis en train de continuer les négociations avec cette chaîne et peut-être dans un proche avenir, on verra les films de Arey Kocc dans cette chaîne. La convention collective des professionnels de l'information et de la communication applicable à toutes les entreprises de presse, la dérogation pour l'entrée en vigueur du texte se termine à la fin de l'année. La parole aux acteurs du secteur si le SYNPICS exige l'application immédiate de la loi. Au niveau du patronat, on demande à l'État de prendre les décrets d'application du Code de la presse pour rendre plus viable le secteur des médias. Le dossier du jour est signé Mohamed Ali Mouba, bien entendu, sur la Convention collective des professionnels de l'information. Les patrons de presse ont jusqu'au 31 décembre prochain pour se conformer à la nouvelle convention collective des professionnels de l'information et de la communication. Convention qui offre un mécanisme d'évolution dans la carrière plus incitatif avec un régime de rémunération amélioré et un meilleur accompagnement sur le plan social. Mais le patron des patrons de presse, Mamadou Ibra Kane, est apparemment sceptique quant à l'applicabilité de cette loi. Et pour cause. Les décrets d'application, tous les textes d'application du Code de la presse n'ont pas encore été pris, et alors que le Code de la presse a été adopté depuis juin 2017. Donc, certaines entreprises de presse auront encore plus de difficultés pour donc respecter cette nouvelle convention collective. Mais le SYNPICS ne veut rien entendre à ce sujet. Bamba Kassé est ferme. Il est le secrétaire général du SYNPICS. Écoute, il ne faut surtout pas qu'on mette dans la tête des gens que oui, il faudrait d'abord que les décrets d'application soient pris, que les fonds d'appui et autres soient mis en place pour qu'on puisse respecter la convention. C'est archi faux. La convention, elle s'applique. Elle ne devait même pas attendre un an, en réalité. Parce que la loi, elle est claire. L'inspection du travail promet de tout faire pour l'application du texte. Amar Diop est inspecteur du travail, adjoint à l'inspecteur régional du travail de Dakar. Donc nous n'hésitons pas
à aller faire des vérifications, des contrôles dans les entreprises de presse. Moi-même, personnellement, j'ai eu à faire des vérifications dans des entreprises de presse, notamment à l'Observateur. Et nous n'hésitons pas, en tant qu'inspecteur du travail, à faire ces visites de contrôle dans les entreprises de presse. Mais pour l'extension du texte, un arrêt est attendu du ministre. Il devrait concerner les patrons qui ne sont pas dans le CEDEPS. Mohamed Ali Mouba, le président de la République, lauréat du prix MEDES 2019, selon un communiqué de la présidence de la République, MEDES équivaut au Davos africain. Le prix sera décerné cette année donc au chef de l'État Macky Sall le 14 novembre prochain à Tanger au Maroc. Macky Sall quitte Dakar aujourd'hui en destination du royaume chérifien. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Déthié Diop. Bonjour Binta Diallo. Et au Mali, l'armée est en croisade contre les terroristes. Elle a lancé une vaste offensive anti-djihadiste dans le centre du pays. Le gouvernement a indiqué hier que plusieurs djihadistes ont été tués. Famadion. Selon un communiqué, l'opération est menée avec le soutien de l'armée de l'air malienne. Elle fait suite à 2 attaques meurtrières récentes de djihadistes dans lesquelles une centaine de soldats maliens ont trouvé la mort en un mois. À la suite de ces drames, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta avait ordonné l'élaboration d'un nouveau concept opérationnel qui donne une part importante à l'offensive. L'actuelle offensive coïncide avec Bourgou 4, opération menée par la force anti-djihadiste française Barkhane aux côtés des armées locales dans la région dite des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina Faso. Lors de cette offensive qui est en cours, le gouvernement a annoncé que plusieurs terroristes ont été tués, des véhicules et motos brûlés, des cartes d'identité de plusieurs nationalités retrouvées sur les lieux et des effets militaires récupérés. Famadion, la crise politique en Guinée-Bissau, l'ONU invite l'armée à rester neutre. Le Conseil de sécurité a demandé aux militaires de rester à l'écart. Selon BBC, l'ONU a salué l'absence d'interférence des forces de sécurité et de défense de la Guinée-Bissau et a exhorté l'armée à maintenir cette attitude lors du processus politique et électoral et au-delà. C'est dans une déclaration approuvée hier à l'unanimité par ses membres. Le Conseil de sécurité a aussi réclamé la tenue de la présidentielle le 24 novembre comme prévu. Samedi, le président José Mario Vaz s'est entretenu avec le vice-chef d'état-major de l'armée. Le contenu de leurs échanges n'a pas été rendu public. José Mario Vaz est candidat indépendant à sa propre succession. Et au Congo, Georges, le représentant de l'ONU rencontre l'opposition. François Luceni Fall est en mission depuis samedi à Brazzaville. L'objectif, tenter de convaincre les acteurs politiques d'aller au dialogue politique sans poser de préalable. Seulement, selon RFI, la fédération de l'opposition congolaise assimile sa démarche à un soutien ou une caution au pouvoir. François Luceni Fall a indiqué que l'ONU soutenait les consultations en vue du dialogue. La Cour de justice de l'Union européenne a validé l'étiquetage colonie israélienne. Désormais, les denrées alimentaires originaires des territoires occupés par Israël doivent porter la mention de leur territoire d'origine et, le cas échéant, préciser qu'elles proviennent d'une colonie israélienne. Décision saluée par l'OLP, l'Organisation de la libération de la Palestine. Son secrétaire général, Saeb Erekat, a appelé tous les pays européens à mettre en œuvre cette obligation légale et politique. Merci beaucoup, Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et vous aurez la parole tout à l'heure sur RFM, sur le pacte de stabilité sociale à l'heure de l'évaluation. Nous parlerons des rapports employeurs-employés avec Sambassi. Il est le ministre du Travail et des organisations professionnelles, tout comme nous parlerons également avec Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS. RFM Sport. Malal Junior Diagne que nous retrouvons avec plaisir. Bonjour Malal. Bonjour Binta. Nous démarrons avec du football. L'équipe nationale s'entraîne à Thiès à 18h aujourd'hui. Et c'est pour préparer la rencontre de demain, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2020. L'équipe nationale du Sénégal va donc s'entraîner avant de laisser la place à celle
du Congo. Match donc prévu demain à 19h au stade Lat Dior de Thiès. Match à suivre en direct sur la RFM. Ils étaient attendus également pour venir donc rejoindre leurs coéquipiers. Ils sont là. Il s'agit de Gomis, le portier de l'équipe nationale du Sénégal, de Mbaye Amedignan et de Sadio Mané. Comment aborder cette rencontre après la Coupe d'Afrique des Nations de football? Comment les Lions du Sénégal doivent-ils jouer pour sortir vainqueurs de cette rencontre? Nous avons posé ces questions à Jo Diop, technicien et formateur en football. Il a également été entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Jo Diop est de Thiès et c'est à Thiès que la rencontre va se jouer et c'est de Thiès d'où il nous parle. Au-delà des résultats acquis, aussi bien en Coupe du Monde que lors de la dernière CAN, je fais confiance seulement au staff technique qui a dû tirer les grandes leçons de notre équipe nationale. Je dirais donc très sincèrement, ils ont tous les moyens pour s'imposer demain. Mais plus on avance, plus cette équipe progresse encore. Ensuite, il y a un domaine que nous ne devons pas sous-estimer. C'est le domaine psychologique qui rejoint la conduite pédagogique. Donc, un domaine psychopédagogique qui révèle que nos joueurs, justement, ont un même langage et chacun d'eux a pris conscience de ce qu'était la Coupe du Monde, ce qu'était la dernière CAN et que doit être maintenant l'avenir à travers, justement, les compétitions où nous participons pour assurer notre qualification. Nous avons des joueurs, justement, qui enrichissent le jeu collectif par l'apport individuel. Nous jouons chez nous. Maintenant, il va falloir avoir des conduites d'ordre psychologique qui renforcent, qui développent davantage ce bloc équipe. Nous sommes capables justement de transformer les difficultés en conditions favorables et nous espérons juste à des hauteurs qui doivent justement nous conduire vers les cieux de la réhabilitation, du bonheur. Toute autre discipline, Manal, Jeux Olympiques de 2020, les Lions du basketball veulent y participer. Et pour ce faire, il va falloir participer à 2 tournois. D'abord à Maputo, au Mozambique, ensuite sur le plan international. Comment ce système de qualification a été mis en place? Les Lions du Sénégal, par quel chemin doivent-elles passer pour y accéder? Réponse avec Sodojam. Premier adversaire du Sénégal pour ce tournoi, le Mali sort d'une 3e place pour la 2e fois consécutive à l'Afrobasket. Des résultats qui confirment sa régularité et son potentiel pour devenir le meilleur du continent. L'Angola, l'autre adversaire du Sénégal, a terminé 5e lors de l'Afrobasket 2019. En plus de la star Italie Lucas, le sélectionneur de l'Angola espère que les nouvelles venues, Joana Domingo Antonio, Eduarda Ignacio Gabriel, Angelina Paulo Golome, Jessica Maladji et Juda Kindanda vont aider à atteindre les objectifs. Avec le Sénégal, le Mali et l'Angola, il ne fait aucun doute que ces 3 nations sont obligées de produire leur meilleur basket pour espérer continuer l'aventure. Le tournoi de pré-qualification olympique féminin se déroule du 14 au 17 novembre à Maputo. Sur ce, les 2 meilleures équipes de chacun des 2 groupes vont se qualifier pour les demi-finales. La première équipe de la poule A affronte la 2e équipe du groupe B et la première du groupe B affronte la 2e du groupe A. Les 2 pays vainqueurs de ces demi-finales vont se qualifier automatiquement pour les TQO à 16 nations, aux côtés des 3 meilleures équipes de chacun des 2 autres tournois de pré-qualification olympique féminin de la zone Asie et Amérique, ainsi que des 6 équipes européennes déjà qualifiées des États-Unis et du Japon. Ces 16 équipes seront alors réparties en 4 groupes pour un tournoi qui aura lieu en février 2020. Les 3 meilleurs de chacun de ces 4 TQO vont se qualifier directement pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et nous allons parler à présent, Malal, du Tour du Sénégal, 2e étape ce mardi. Et c'est parti. Depuis ce matin, les coureurs ont quitté Fatick pour rallier Nguyen, soit donc une étape longue de 120 km. Et au départ, M. Félix Sampona est très heureux de voir l'un de ses coureurs porter le maillot jaune. Il est le directeur sportif de l'équipe du Rwanda Excel Energy. Félix Sampono avec Abdoulaye Diop qui suit le tour pour nous. La première étape, ça a été très long. C'est une étape de 185 km sous le chalet. C'est vraiment difficile. Mes garçons, ils ont fait un effort pour se glisser dans l'échappée. Et puis ça a été. On a été à l'échappée avec des garçons. Et malheureusement, on n'a pas gagné une étape. C'était notre objectif aujourd'hui.
et on va continuer à voir ce qui va se passer demain. On est content. Il est là parce que mon équipe est très jeune. On est un nombre de 5. Les 4 sont des jeunes. Ça me fait du plaisir de jouer avec les jeunes comme ça. L'objectif, c'est toujours de l'emporter une étape qui peut nous amener à l'emporter le tour. Et même si ça pas... même si ça peut aller comme ça, on va faire des échappées comme on l'a fait aujourd'hui. On va voir ce qui va se donner, mais le chemin est très long. Il est toujours très long parce qu'on est à la première étape, de sa deuxième étape, on a toujours des choses à faire. Voilà, Binta, on se donne rendez-vous à 13h30. Inch'Allah, Malal Junior Diagne, merci. Sur le pacte de stabilité sociale, à l'heure de l'évaluation, nous parlerons également, bien entendu, des rapports employeurs-employés. Et pour en parler, nous recevons Monsieur le ministre du Travail et des organisations professionnelles. Bonjour, Monsieur Sambassi. Bonjour, madame. Nous accueillons également Sidia Ndiaye, il est le secrétaire général de la FGTS. Bonjour Sidia. Bonjour Binta. Alors, à l'heure du bilan, nous avons fait ce matin l'évaluation vous avez fait du moins l'évaluation du pacte national de stabilité sociale. Monsieur le ministre, est-ce que d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez expliquer aux Sénégalais qui ne connaissent pas le pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique, qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais, madame, vous saluer, vous remercier de votre invitation, saluer mon vis-à-vis, le secrétaire général Sidia Ndiaye. Que veut dire ce pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique? Quand on prend la peine de dire énoncer complet, comme vous venez de le faire, du pacte, on entend bien ce qu'il veut dire. En réalité, nous avons ensemble, en tant que nation, une ambition. C'est de faire de sorte que notre pays fasse partie, disons, des premières nations au monde. Nous en avons l'ambition. Quand nous parlons d'émergence, c'est que nous voulons que sous tous les rapports, en tout cas en termes de développement, en termes de conditions d'existence de vie, en termes de, disons, de sécurité, etc., que notre pays fasse partie des premiers de la classe. Alors cette ambition-là, pour la concrétiser, il faut une synergie en fait de tous les fils du pays, quel que soit évidemment leur port d'attache du moment, qu'ils soient employeurs, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient membres du gouvernement, il est possible qu'ils s'accordent sur quelque chose pour évidemment que nous allions ensemble de l'avant. Alors le pacte est un pacte de stabilité sociale, n'est-ce pas, et d'émergence économique. Sans la stabilité, sans la paix sociale, sans un minimum de consensus, on ne peut pas évidemment faire du chemin. Alors, la visée de ce pacte-là, c'était de fédérer les énergies, de permettre d'avoir en tout cas des accords forts qui nous permettraient d'avoir, disons, un espace propice au travail et au développement. Absolument. Monsieur le ministre, nous allons revenir dans un instant à vous. Le temps de demander à Sidia Ndiaye, le secrétaire général de la FGTS, est-ce que les engagements pris ou bien les engagements contenus dans ce pacte ont été bien respectés? Merci Binda. Je me permettrai de saluer le ministre du Travail qui est en relation avec moi ce matin. Et vous dire que pour le pacte d'abord, je pense qu'il a bien campé le sujet en disant que sans paix sociale, il n'y a pas d'émergence économique. Oui. Donc c'est fondamental. Je crois que c'est du point de vue philosophique. C'est-à-dire que nous sommes partis d'un concept qui est très très important pour le pays. Parce que vous le savez, lorsqu'on lance le plan Sénégal émergent, on doit se soucier aussi de la stabilité sociale. Parce que sans paix sociale, il n'y a pas d'investissement. Sans investissement, il n'y a rien qui marche. Donc la preuve, c'est que dans les pays à forte instabilité politique ou militaire, il y a des difficultés. L'économie est en lambeaux et rien ne marche. Donc notre pays, je crois, a pris la sage décision de se mettre autour d'une table entre patronat, gouvernement et travailleurs pour que nous puissions élaborer ce pacte. Nous l'avons fait. Bon, c'était une première, donc c'est bien aussi qu'on l'ait évalué, qu'il y ait cette séance d'évaluation. C'est extrêmement important pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Je pense que beaucoup a été fait dans le cadre du dialogue social. Je n'en veux pour preuve que la création du Haut Conseil du dialogue social, etc. Mais je pense qu'il va falloir améliorer, parce que dans le secteur public notamment, il y a beaucoup de difficultés. Il s'agit de l'éducation, de la santé, de la justice et des collectivités locales. Mais justement, quelle est la situation, Sidia Ndiaye, des travailleurs dans les entreprises publiques, tout comme dans les entreprises privées? Oui, bon, dans les entreprises publiques, je dirais plutôt que l'école, la santé, ce ne sont pas des entreprises. Mais la situation est un peu liée au fait qu'il y a beaucoup d'engagements qui avaient été pris et qui malheureusement jusqu'à présent
n'ont pas été réglés, notamment le régime indemnitaire, qui, comme vous le savez, a été déréglé par l'ancien régime, qui a accordé des indemnités extraordinaires à certaines catégories en ignorant d'autres. En ignorant que le principe de l'administration, c'est l'équité, c'est la justice. Donc, je crois que sous ce rapport, il était question qu'on se mette autour d'une table. On l'a déjà fait. On avait fait un document qui devait servir de base au gouvernement pour voir dans quelle mesure la soutenabilité, n'est-ce pas, de la mise à niveau de ces régimes militaires. Mais jusqu'à présent, cela reste. Donc, je pense que dans ces secteurs-là, si cette question, très rapidement, le gouvernement et les partenaires sociaux se trouvent autour d'une table pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est possible pour que véritablement on puisse faire l'économie de crise. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'éducation, il y a des rumeurs, il y a des bruits de bottes qui s'annoncent. Au niveau de la santé aussi, il y a une accalmie. Au niveau des collectivités locales aussi, il y a une accalmie, mais le front va peut-être bientôt se réchauffer. Oui, vous rejoignez tantôt le secrétaire général de la FGTS FC. On l'a entendu au cours de ce journal, cher Diop, monsieur le ministre, dire qu'à l'heure de l'évaluation, c'est presque tout est resté en l'état. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les engagements pris dans le cadre de ce pacte n'ont pas été respectés? Si j'ai bien écouté le secrétaire général, disons, la CNTS-FC, ce qui a été dit, c'est que les résultats sont mitigés. Et ce mot a été lâché ce matin, d'ailleurs, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, disons, de cet atelier d'évaluation. Un atelier qui, dans les 2 jours, va travailler à faire le point sur les avancées, typer les insuffisances, essayer évidemment de montrer les voies de remédiation. Vous dites qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas tout fait. Nous n'avons pas fait un score de 100% au sens où nous aurions en fait apaisé tous les secteurs, satisfait toutes les revendications, aller même au-delà de ce qui était demandé pour que en fait il y ait partout un maximum, disons, de calme, etc. Nous ne l'avons pas fait et je ne pense pas que cela puisse se faire un jour quelque part. Alors, si nous voulons être justes avec nous-mêmes, si nous évaluons, nous voyons bien que par rapport aux problèmes tels qu'ils se posaient, des avancées ont été faites et ces avancées ne sont pas négligeables de manière concrète. Sur tous les aspects, y compris sous le rapport de la rémunération. Le secrétaire général vient de dire, et il a raison, que nous avons évidemment un système de rémunération, je parle maintenant de la fonction publique, qui est passablement désagrégé, qui est complètement désarticulé, et ça vient de bien loin. Mais comme tous les vieux bâtiments, comme tous les vieux édifices, sachez que l'une des grosses difficultés, c'est de trouver évidemment les voies et moyens de restaurer l'édifice en ne le faisant pas tomber. Parce qu'en le faisant tomber, en fait, le remède risque d'être pire que le mal. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est ensemble que nous pouvons trouver des solutions en commerçant, en discutant, en échangeant. Mais que nous n'ayons pas tout fait ne doit pas nous pousser à minorer quand même le grand effort qui a été déjà consommé et qui fait que dans tous les secteurs, il y a quand même des avancées, n'est-ce pas? Et je compte sur l'atelier de 2 jours de cette évaluation pour que nous puissions effectivement les avancer. Mais Sidi Ndiaye vient de dire qu'il faut s'attendre à des lendemains sociaux troubles. C'est un de ces 4. Bon, qu'il y ait des perturbations, il faudrait peut-être penser que cela pourrait arriver. M. Sidi Ndiaye vient de le dire, mais si cela arrivait, évidemment, nous trouverions, disons, les voies et les moyens d'essayer d'apaiser, de trouver des solutions. En réalité, un monde où il n'y aurait aucune perturbation, aucun trouble, n'est-ce pas, ce monde-là idyllique, c'est un monde, évidemment, je me demande même si on doit y aspirer, mais un monde en tout cas difficilement réalisable. Ce qu'il y ait quelque part des demandes, des revendications, que nous voulions mettre un pas après l'autre est tout à fait dans l'ordre, évidemment, du compréhensible. Mais je ne pense pas que nous ayons à nous inquiéter outre mesure. Je vous assure que aussi bien les partenaires sociaux que sont les travailleurs, les employeurs, que le gouvernement sont déterminés ensemble à trouver des solutions de bon sens pour le pays. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre Sambassi, ministre du Travail et des organisations professionnelles, que nous allons retrouver dans un instant dans le journal en Wolof, terminé avec Sidi Ndiaye sur ce que vient de dire monsieur le ministre, que les choses ne peuvent pas se faire tout de suite et maintenant, qu'il faut vraiment, ce sera par étapes. Est-ce que vous êtes satisfait de cette sortie du ministre? Oui, en partie, il a raison, mais en partie aussi, il faut que l'État comprendre que les engagements, quand on les prend, on doit les respecter. Se donner les moyens, en tout cas, de les respecter. C'est ce qui fait qu'on évite ces perturbations qui peuvent être préjudiciables. Parce que dans les secteurs que nous avons évoqués, l'éducation, c'est les élèves, ce sont nos enfants.
Tout le monde a parlé du niveau qui a baissé parce qu'il y a tellement de perturbations dans le secteur public que personne ne veut plus inscrire son enfant. Pour parler de la santé, personne ne veut plus se soigner ici. Donc je crois que ce sont des questions sur lesquelles il va falloir très rapidement, puisque nous avons déjà fait une étude, mais que le gouvernement dit simplement que je peux faire ça, que je ne peux pas faire ça. Mais on ne peut pas rester aussi dans un flou éternel, dans une situation de passivité qui, à la longue, va amener les gens à ruer dans les brancards et ce n'est pas bien. Et je pense que nous avons tous conscience que pour que notre pays attire des investisseurs, il faut que vraiment il y ait la paix sociale. Ça, nous sommes conscients. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, nous voulons contribuer, n'est-ce pas, à cela. Et c'est pourquoi nous avons signé le pacte. Donc, je crois qu'on doit nous donner les moyens de nous accompagner aussi par rapport aux choix, par rapport aux décisions qui doivent être prises pour la matérialisation des accords.